Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Gutowski, maître de conférence à l'UT d'Angers, rattaché au LARIA. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de soutenir mon habilitation à diriger des recherches qui est intitulée Apprentissage automatique pour la génération et l'exploration, adaptation et contextualisation pour données complexes. Avant de commencer, j'aurais souhaité remercier le jury pour avoir évalué mon mémoire et être aujourd'hui présent à ma soutenance. Et également l'ASFR Mathstic qui a permis aussi de financer toutes les commodités associées à cette manifestation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a certaines personnes que j'aurais souhaité remercier pour leur confiance qu'ils m'ont pu m'accorder, notamment des collaborations diverses ou encore des co-encadrements de thèse. En premier lieu, Jean-Pierre Briot, qui est directeur de recherche CNRS à la Sorbonne Université, à la retraite depuis 1 an. Philippe Martinet, qui est directeur de recherche à l'INRIA. Sébastien Aubin, qui est expert à la Direction générale de l'armement. Thomas Cauchy, qui est maître de conférence, qui est ici présent aussi et rattaché au Moltec. Et parmi les collègues du laboratoire, plus particulièrement, j'ai travaillé avec Benoît Damota, Sylvain Lamprier, Tassadi Tamgar, et parmi les membres associés de l'ESEO, Olivier Camp, Fabien Schell et Daniel Chang. Alors, je reviendrai sur ces noms plus tard, au fur et à mesure que j'expliquerai les projets dans lesquels j'ai travaillé. En premier lieu, je vais d'abord rappeler mon parcours de recherche et d'enseignement pour ensuite aller un peu plus vers la recherche notamment et définir les différents objectifs qui ont animé cette recherche et la trajectoire sous-jacente associée pour pouvoir couvrir ces objectifs. Ça me permettra de mieux en fait présenter ensuite les encadrements et les différentes collaborations que j'ai pu avoir. Une fois que j'aurai reposé ce cadre, je pourrais aller vers les contributions scientifiques et faire un petit focus sur les bancs dimensionnaux pour la recommandation multicritères. Et comme on ne peut pas tout présenter en 45-50 minutes, je ferai la synthèse des autres travaux de recherche, mais je serai ravi de répondre à vos questions si vous en avez vis-à-vis de ces différents travaux. Une fois que j'aurai rappelé les contributions scientifiques, enfin, ça me permettra de mieux dresser les différentes perspectives, et notamment les projets que j'ai en recherche en ce moment, en cours, et les futurs. Et enfin, je dirais justement sur une perspective un peu plus lointaine, voir à quoi je pense aujourd'hui. Alors, pour revenir rapidement sur mon profil, en premier lieu, j'ai d'abord travaillé en ingénierie de 2006 à 2010 à Altran notamment, et puis c'est à partir de 2010 que j'ai embrassé la carrière dans l'enseignement supérieur, en commençant modestement en tant que vacataire dans 4 universités, à Angers, à Poitiers, à La Rochelle et à Rouen, et donc pour un temps plein hein, quasiment au final en termes d'enseignement. Et j'ai rejoint ensuite les ZEP. Il y a des collègues, des anciens collègues qui sont là, je les salue d'ailleurs dans l'amphi. Et donc à l'ESEP, j'ai été enseignant aussi temps plein, mais j'ai eu une responsabilité administrative en tant que responsable du cycle ingénieur informatique et réseau. Et en même temps, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller donner des cours à l'étranger via les dispositifs de Teaching Mobility, donc en Espagne, au Danemark et notamment en Allemagne. Et puis ensuite, à l'issue de ces 5 années, je rejoins les EO en tant qu'enseignant, à peu près chargé à 210 heures l'année. Et en parallèle, j'ai effectué mon doctorat rattaché au LARIA. Ce doctorat était sur les systèmes de recommandation à des utilisateurs mobiles, et j'utilisais pour cela des bancs dimensionnaux. Cette thèse était dirigée par Tassadi Tamgar et Olivier Camp de l'ESEO, et j'ai aussi eu l'opportunité de travailler avec Fabien Schell et Slimane Hamoudi durant cette période. Après 2019, une courte période postdoctorale toujours à l'ESEO, j'ai poursuivi ces travaux sur les systèmes de recommandation. Et en septembre 2020, j'ai rejoint en tant que maître de conférence l'IUT d'Angers, sur laquelle j'ai eu une petite aussi contribution administrative durant 2 ans en tant que responsable de parcours dans le département Géodésie. J'étais rattaché au LARIA aussi à ce moment-là et j'ai continué mes recherches dans les systèmes de recommandation, mais j'ai ouvert un peu sur différents champs de recherche, notamment l'optimisation multicritère que j'ai appliquée au système de recommandation et que j'ai appliqué également sur la sélection d'attributs médicaux. Et enfin, un autre champ de recherche complémentaire qui m'a permis de renforcer mes compétences, c'est l'apprentissage profond que j'ai appliqué notamment pour la génération de musique symbolique, mais aussi sur l'estimation de paramètres. C'est via des encadrements de thèse, j'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, alors on pourrait croire que la diapo est terminée, mais j'aurais aimé quand même rajouter quelque chose, un point, c'est que la recherche effectivement dite académique a commencé en 2016, mais j'ai eu beaucoup d'appétence déjà avant, donc si on remonte 20 ans en arrière, j'ai effectué 2 stages de recherche, dont un aux États-Unis dans le domaine de la bioinformatique. En 2007, j'ai également remporté l'Université de l'innovation chez Altran, ce qui m'a permis de pouvoir développer une nouvelle offre dans tout ce qui était data, mesure, analyse. Et puis à l'ESEP, il y avait un champ de recherche appliqué qui était le Green IT et l'éco-conception logicielle. Et là, depuis 2012, en fait, j'avais travaillé sur cette partie-là et j'ai pu concrétiser notamment via un poster en 2012 et en 2017 via un article soumis et accepté dans une conférence à comité de lecture
Même si c'était pendant ma thèse, hein, j'avais souhaité clore le sujet, mais au moins voilà, valoriser les travaux qui avaient été faits jusque-là. Voilà, donc c'est terminé pour la partie profil. Ça me permet quand même de mieux aller sur maintenant ce que j'ai fait en recherche. Et je vais commencer par exposer un peu le domaine d'intérêt. Mon domaine d'intérêt, c'est l'apprentissage automatique et l'optimisation multicritère pour traiter de données complexes et dynamiques ou non stationnaires. Alors effectivement, dynamique, non stationnaire, ça dépend dans quelle communauté je me situe. Quand je fais des systèmes de recommandation, je parle plus de non-stationnarité. Et quand on est dans l'estimation des paramètres dans les dynamiques non linéaires, je vais parler plus de données dynamiques. Voilà. Alors ce domaine d'intérêt m'amène à un objet de recherche qui est de développer des méthodes d'IA qui permettent de générer ou d'explorer ces données complexes et en y intégrant de l'adaptation, une contextualisation, et cela en fonction des contraintes applicatives, dans un cadre plus ou moins multicritère. Ça dépend des contraintes applicatives. Alors qu'est-ce que j'entends par contextualisation? Moi, à la base, je viens des systèmes de recommandation contextuels. Donc pour moi, le contexte, c'est tout ce qui est variable, descripteur, attribut, sur lequel l'apprentissage va reposer. Donc travailler sur une meilleure contextualisation, c'est travailler sur les données qu'on va donner en entraînement à un modèle d'apprentissage. Alors cet objet de recherche, je l'ai mené sur 4 grandes applications. La recommandation en premier lieu, la sélection d'attributs médicaux, l'estimation de paramètres dans la dynamique non linéaire plutôt appliquée aux véhicules terrestres, et également dans la génération musicale. Mais aujourd'hui, une autre musique, c'est la chimie, donc dans la génération moléculaire. Là, c'est vraiment la partie la plus récente. Le positionnement du problème de recherche, comment je l'ai effectué? Je suis parti des limites que j'ai identifiées, donc des verrous, par rapport à cet objet de recherche, par rapport à ce domaine d'intérêt. Et on se rend compte effectivement que on a des limites sur l'apprentissage face à des données complexes, ce qui veut dire concrètement qu'on a de la haute dimensionnalité, on fait face à du bruit, on fait face à du dynamisme, on fait face à des descripteurs dits bruts sur lesquels on doit raisonner, on ne peut pas les employer tels quels. Il faut les remettre sous forme de représentation suffisamment structurée et pertinente pour que l'apprentissage se fasse correctement. D'autres limites, l'adaptation et la contextualisation dans des environnements, comme je l'ai montré, qui sont assez applicatifs, donc qui sont réels, sur lesquels on a des contraintes de non-stationnarité ou de dynamisme. Et puis, vis-à-vis de tout ça, la robustesse. La robustesse, pour moi, ça veut dire avoir des garanties suffisamment théoriques sur lesquelles on peut reposer pour pas seulement faire un algorithme ad hoc et ne pas pouvoir le généraliser. Donc là, l'objectif, c'est la généralisation. Et c'est dans le cadre, effectivement, d'intégrer des nouvelles variables qui sont pertinentes. C'est dans le cadre d'avoir de l'adaptation dynamique, mais qui repose sur des garanties théoriques. Et puis, la gestion de plusieurs critères. Là aussi, c'est en fonction des contraintes applicatives, des plusieurs critères qui sont potentiellement contradictoires. Alors là, ça me permet de positionner mon problème de recherche. Le positionnement, c'est développer des approches d'apprentissage automatique qui pallient ces limites. Et ces limites, elles sont déterminées, comme je l'ai expliqué, par les contraintes applicatives. Donc ça nous amène à travailler dans l'optimisation multicritère, l'adaptation dynamique, l'intégration explicite du contexte. Et tout ça, pour quoi faire? Pour mieux générer, pour mieux explorer, pour mieux exploiter des données qui sont complexes, et tout ça dans des environnements appliqués, donc réels, non stationnaires ou dynamiques, et qui peuvent être potentiellement dans un cadre multicritère. Alors maintenant que j'ai positionné mon problème de recherche, j'ai défini 5 objectifs associés dans cette recherche, 5 objectifs qui, à chaque fois, vont amener à une problématique qui est associée et qui vont soulever une question de recherche. Mon premier objectif de recherche, ça a été la gestion du multicritère. Et la problématique associée, c'était résoudre des problèmes où plusieurs critères contradictoires doivent être simultanément optimisés. Et la question sous-jacente à tout cela, c'est comment je peux gérer efficacement le compromis multicritère pour optimiser simultanément plusieurs objectifs de performance qui peuvent être contradictoires. À chacune de ces questions et ces objectifs, j'ai des travaux associés pour couvrir ces objectifs. Le premier, c'est les systèmes de recommandation multicritères, ici, dans ce cadre-là, et le second, c'est la sélection multicritère d'attributs médicaux, que vous avez pu retrouver dans mon mémoire, notamment. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, je les évoque, parce que je vais les détailler plus tout à l'heure. Voilà, donc je vais faire la même chose pour tous les objectifs, il y en a encore 4. L'objectif 2, c'est la contextualisation, et la problématique associée, c'est intégrer des contextes riches pour renforcer leur pertinence et leur généralisation. La question sous-jacente, c'est comment je l'intègre efficacement et précisément ces contextes pour améliorer significativement les modèles d'apprentissage. Comme je l'expliquais juste avant, effectivement, c'est travailler sur l'amélioration des variables, des attributs, des descripteurs sur lesquels repose l'apprentissage pour qu'ils s'améliorent. Voilà. Parce que généralement, les algorithmes d'apprentissage, ils sont prouvés,
Mais quand on induit des mauvaises données d'entraînement, effectivement, on peut introduire un biais. Donc, c'est travailler sur cette partie-là. Les travaux associés, ça a été les systèmes de recommandation contextuelle, que je mets en pointillé, parce que je les avais déjà, en fait, ces travaux commencés durant la thèse, et poursuivis après avec l'HDR. La sélection d'attributs médicaux, l'optimisation des représentations symboliques musicales, là, cette fois, c'est ce qu'on appelle la tokenisation, c'est dans le cadre de la génération de musique, et puis, plus récemment, le contexte moléculaire. Troisième objectif de recherche, l'exploration. La problématique associée, c'est explorer les données complexes, dynamiques, non stationnaires. Et la question sous-jacente, c'est comment j'explore efficacement un espace complexe, inconnu, donc qui peut être très très vaste, qui est dynamique ou non stationnaire, pour améliorer les performances des modèles. Les travaux qui étaient associés à l'exploration, les bancs dimensionnels, pour le système de recommandation, qui ont eux-mêmes déjà un mécanisme intrinsèque d'exploration sur lequel on peut reposer, qu'on peut améliorer, toujours le dilemme exploration-exploitation notamment, l'estimation de paramètres de systèmes dynamiques, et l'exploration de l'espace moléculaire qui, très rapidement, peut être explosif. Objectif 4, l'adaptation. Pour la problématique associée, c'est maintenir la performance dans des environnements évolutifs et non stationnaires. Et la question sous-jacente, c'est comment je garantis une adaptation dynamique et robuste. Et c'est toujours le mot robuste qui est important pour moi ici, c'est-à-dire qui repose sur les garanties théoriques et qui n'est pas juste fait pour un seul cas particulier, mais qu'on peut généraliser. Donc robuste, adaptation dynamique et robuste, des modèles d'apprentissage à des contextes qui sont aussi en perpétuelle évolution, c'est qu'en fait on répond aux problématiques de non-stationnarité sur cette partie-là notamment. Alors les travaux associés, une approche portfolio d'algorithmes de recommandation, c'est ce point-là d'ailleurs que je détaillerai tout à l'heure plus en détail, et puis un apprentissage hybride pour système dynamique. Ça veut dire quoi hybride? Ça veut dire que d'un côté on a le paradigme du data-based et de l'autre le model-based qui repose sur la physique. Donc l'hybride, c'est tout simplement en fait associer les deux, data-based et model-based, pour en faire quelque chose d'un peu plus performant. Cinquième et dernier objectif, la génération. Et la problématique associée, c'est de produire des données pertinentes, réalistes, structurées, dans des domaines complexes. Et la question sous-jacente, c'est comment je génère efficacement des données nouvelles qui répondent précisément à des contraintes fortes. Et quelles sont ces contraintes? On va le voir dans les travaux associés. On a de la génération de musique symbolique. Donc, c'est des données assez complexes. Et puis, autre chose, on pense alors, effectivement, la génération de musique, c'est quelque chose où on veut un résultat final. On a aussi la génération de données qui repose sur un modèle physique. Là, c'est pour faire des données d'entraînement, de simulation. Donc, on a deux voies, deux axes, en fait, ici. L'un, c'est pour une finalité. L'autre, c'est plutôt pour quelque chose, une étape intermédiaire pour faire un pré-entraînement. Je reviendrai aussi sur cette partie-là ultérieurement. Et puis, on a la génération moléculaire dans mes travaux les plus récents, où on n'a pas encore de contribution, mais où ça avance, c'est vraiment les travaux en cours. Alors maintenant que j'ai dressé les différents objectifs, comment j'y suis parvenu, quelle est ma trajectoire de recherche pour pouvoir couvrir tous ces points-là? Alors en 2020, je suis arrivé avec mon bagage apprentissage par renforcement, appliqué au système de recommandation. J'ai ajouté la brique optimisation, puisqu'on est rentré dans l'optimisation multicritère avec des systèmes de recommandation bi-objectifs notamment. Et puis, petit à petit, je viens rapporter une approche supplémentaire, un champ de recherche qui me permet aussi de pouvoir rentrer pleinement dans les thématiques du laboratoire. Il y en a 3, et moi, je suis dans l'apprentissage artificiel et la représentation des connaissances, donc thématique ARC, et avec une petite jonction avec la deuxième thématique qui est méta-heuristique, optimisation combinatoire notamment. Donc là, je viens rajouter dans ma fleur d'approche l'apprentissage profond via l'encadrement de la thèse de Nathan Fradé sur la musique symbolique, avec des tâches de génération, et où on s'est intéressé plus particulièrement, nous, à la tokenisation de la musique symbolique. J'avance dans les époques, dans l'âge, au niveau de ma frise, et je rajoute une 4e approche. Donc là, j'ai ma fleur d'approche sur laquelle je vais reposer pour toute la suite. Là, je rajoute donc le champ de recherche évolutionnaire, avec une application que j'ai réalisée avec le CHU sur la décision médicale pour la sélection d'attributs médicaux et dans le cadre de la classification binaire. Voilà, et puis maintenant, la fleur d'approche ne bouge plus. Je rajoute juste des applications complémentaires dans le système dynamique ou encore la chimie moléculaire, génération ou synthèse de produits. Voilà, et voilà, je repose maintenant sur cette fleur et vous verrez, je la reprendrai tout à la fin, on va la revoir, comment je la perçois aujourd'hui et comment je vais essayer de continuer à reposer sur cette fleur. Alors, les encadrements qui ont été associés par rapport à ces différentes, cette trajectoire et ces travaux. En premier lieu, on avait un projet éventail qui était un projet régional qu'il a fallu terminer, sur lequel j'ai continué des différentes perspectives après la thèse. Et puis, ça nous a permis de donner confiance à des entreprises, notamment Cara Technologies, qui a financé la thèse d'Alexandre Letard
C'était une thèse CIFRE qui a soutenu en 2023, et c'était sur le sujet des systèmes de recommandation multicritères, les brandiments faux combinatoires, qui était la suite directe en fait de ce que j'avais fait en thèse, mais qu'on a approfondi. En fait, on a pu créer des suites de méthodes, on a pu aller aussi faire de multiple play. Cette thèse était dirigée par Tassadi Tamgar et co-encadrée par Olivier Camp et moi-même, bien entendu. Un projet ensuite en parallèle, donc une collaboration avec le CHU d'Angers, avec Pierre Abraham, le professeur Pierre Abraham, et avec Daniel Chang à l'ISEO, sur lequel j'ai pu travailler sur de la sélection d'attributs Metigo dans le cadre de la classification binaire, à travers notamment l'utilisation d'algorithmes évolutionnaires. Voilà. En parallèle également, donc une année quand même un petit peu après la thèse d'Alexandre, j'ai co-encadré la thèse de Nathan Fradé, qui a été financée par l'entreprise Obey, et qui était à Sorbonne Université, avec notamment donc dirigé par Amal El Fallah et Jean-Pierre Briot, et co-encadré par Fabien Schell et moi-même. Là, c'est à partir de ce moment-là où je me suis ouvert sur l'apprentissage profond avec les grands modèles appliqués à la musique, et puis notamment dans une cadre de tâches de génération de musique symbolique. Troisième thèse, AID, ça veut dire Agence Innovation Défense, thèse de Fabien Lionti, qui est donc financée par la Direction Générale de l'Armement et l'INRIA à 50%. De nouveau, je continue sur l'apprentissage profond, je consolide mes connaissances là-dessus, mais cette fois-ci appliqué à la système dynamique non linéaire. Donc là, c'était dirigé par Philippe Martinet, encadré par moi-même et par Sébastien Aubin à la DGA. Quatrième thèse, et à mettre en parallèle d'un projet que je vais citer juste après, la thèse de Derry Neuser. Je continue à travailler sur la partie apprentissage profond pour consolider de nouveau mon savoir, mais cette fois-ci impliqué à tout ce qui est synthèse en chimie. Et en parallèle, effectivement, un projet sur lequel on avait fait une réponse à appel à projet, sur lequel je suis coordinateur, c'est Génocode. C'est un financement régional dans le cadre du dispositif Étoile Montante. Et là, donc, il y a le travail de postdoc de Gaël Mignon-Arnois, que j'encadre, sur l'apprentissage par renforcement, qui a dit apprentissage par renforcement et algorithme évolutionnaire, pour faire de la génération appliquée à la chimie. Et en parallèle, vraiment très très récemment, il y a aussi Jérémy Sana qui est arrivé en stage M de recherche. Donc là, c'est depuis 2024, effectivement, ou fin 2023 avec Derrine, que je me suis engagé vers cette voie. Donc deux thèses qui ont été soutenues, une troisième qui ne va pas tarder, et puis la quatrième en plus. Voilà, maintenant que j'ai bien rappelé cette partie sur la recherche, les encadrements, je vais pouvoir rentrer un peu plus dans les contributions scientifiques. Je rappelle, 4 domaines. Ces 4 domaines visent à atteindre tout ou partie des objectifs de recherche que je m'étais fixés, mais donc, ils sont tous reliés par ces mêmes objectifs. En revanche, je pourrais considérer que les 2 premiers ont trait à l'optimisation multicritère pour l'apprentissage, et les 2 autres à de l'apprentissage profond et données complexes pour l'estimation et la génération. Alors, je vais rentrer plus dans le détail sur le premier, qui est le système de recommandation multicritère. C'est un projet que j'ai eu à mener après ma thèse, donc une thèse doctorale, et puis aussi via l'encadrement de la thèse d'Alexandre Letard. Alors, à chaque fois en haut à gauche, je rappelle un tableau qui remonte un peu les différentes contributions qu'on a pu réaliser, notamment des articles de revues internationales, en conférence ou même nationales. Voilà, puis un logiciel. Alors là, précisément, je vais plutôt vous parler de notre approche portfolio d'algorithmes de bandiments chauds qu'on a mis en place pour la recommandation. Et elle visait à maximiser la précision et la diversité des recommandations. Alors avant de rentrer dans la partie optimisation multicritère et la méthode à proprement parler, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un système de recommandation contextuel? On a un utilisateur U qui va arriver, qui est conforme à un modèle utilisateur. Finalement, c'est ça que j'appelle le contexte, moi, en fait. C'est les variables qui lui correspondent. Ça peut être le profil, l'environnement dans lequel il évolue, l'activité dans laquelle il est engagé, la météo, tout ça, voilà. Donc, c'est le contexte. Et cet utilisateur, il arrive, il se présente à un composant de recommandation qui lui-même possède des éléments à recommander. Vous savez, tout ce qui vous pollue, en fait, votre téléphone, en fait, c'est ces composants-là, qui font des notifications, et qui reposent sur des algorithmes. Et donc, il va prendre ces éléments qui sont disponibles à la recommandation, qui eux-mêmes sont conformes à un modèle d'éléments recommandés, donc le contexte de l'action lui-même, le contexte de l'élément. Et le composant va déterminer des scores de pertinence à partir de ces 2 points, en reposant sur un historique des recommandations et des évaluations. Et il va dresser une liste d'éléments recommandés selon leur score de pertinence. Ensuite, on a une politique
il possède une politique de sélection d'éléments, où il va recommander de manière déterministe ou non déterministe, selon sa politique, un à plusieurs éléments, un utilisateur U. Et cet utilisateur va faire un retour utilisateur, qui va pouvoir ensuite alimenter la base, en fait, historique, et ce qui permet l'apprentissage. Alors nous, on a travaillé sur ces systèmes de recommandation-là, mais nous avons employé plus particulièrement des algorithmes de Bandy-Manchot. Et des algorithmes de Bandy-Manchot, il y en a pléthore. Voilà. Et on a, donc même durant la thèse, on en a créé de nouveaux, on en a amélioré certains. Et on s'est dit, mais en fait, ces algorithmes-là, parfois, pour tel jeu de données, ils sont meilleurs, pour tel autre jeu de données, ils sont moins bons. C'est pas à chaque fois le même, en fait, algorithme. Donc, there is no silver bullet par rapport à ça. Et donc, on s'est dit, bon, on va les prendre tous ensemble, on va les mettre dans un portfolio d'algorithmes de Bandy-Manchot. Et on va créer un métasélecteur. Ce métasélecteur, c'est lui qui va décider quel algorithme de Bandy-Manchot il va falloir appliquer en fonction de différents critères. Et ces critères qu'on a dans les systèmes de recommandation, c'est la diversity, donc div, diversité, et accuracy pour précision des recommandations. Et donc ce méta-algorithme va choisir parmi son portefeuille de B1 à BN, en fait, les algorithmes optimaux, les algorithmes optimaux qui permettent d'atteindre, de satisfaire le compromis entre la diversité et la précision qu'on a ici. Alors, comment il fonctionne? Sur quoi il repose? Tout simplement sur un vecteur de référence C, qu'on appelle le COMPAS, et dont le compromis entre la diversité et la précision est traduit par l'angle θ. Donc, plus l'angle θ sera élevé, plus on va favoriser plutôt l'accuracy, plus l'angle θ sera faible, plus il va favoriser la diversité. Ici, dans la représentation que je vous propose, je vous mets quelque chose d'équilibré, où on a un compas qui veut quelque chose qui équilibre la diversité et la précision dans les recommandations. Voilà, donc cet algorithme-là, qui s'appelle GORTOR, là je suis en train d'évoquer la genèse, GORTOR qui veut dire Genetic Oriented Heuristic Algorithm for User Recommendation. Alors pourquoi un nom aussi complexe, GORTOR? C'est que dans la mythologie tolkienesque, donc dans la littérature de Tolkien, GORTOR, c'est l'un des noms de Sauron. Et comme là, on a un algo pour les gouverner tous et dans le multicritère les lier, en fait, on s'est dit que c'était un nom qui pouvait le coller au mieux, quoi. Voilà, donc on a commencé par cette petite méthode. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a publié dans une conférence appliquée, on a fait quelques petits tests, justement. On s'est dit, on va essayer de faire une sélection des probabilistes des algorithmes B, les recommandations les plus, ceux qui arriveraient à satisfaire le mieux le compromis, via une simple sélection roulette, et on va voir ce que ça donne. Donc, comment on fait pour calculer F, qui est la capacité de l'algorithme à satisfaire le compromis? Eh bien, on va d'abord regarder quel est l'algorithme le plus faible, celui qui a les moins bonnes performances. Et on va traduire ça par un vecteur C-min. Donc là, par exemple, on a 0,35 de diversité, 0,2 d'accuracy. Et on va venir le projeter sur le vecteur de référence qu'on passe ici. Et donc, vous voyez, la distance est super faible. Donc, c'est vraiment, il traduit vraiment un très mauvais compromis entre la diversité et l'accuracy selon ce qu'on désirait, nous, quoi. Au mieux, ça serait 1, et 1, ça serait le must. Voilà. Et donc, ensuite, on va regarder ça pour tous les algorithmes du portefeuille, B. Là, par exemple, on regarde celui-ci, c'est BT, il est à 0,6 de diversité, 0,95 d'accuracy. On vient le reprojeter sur le vecteur de compas. Et ensuite, la fitness, c'est simplement en fait, sa distance qu'il a, donc sa similarité, au final, sa distance qu'il a sur le compas, moins la distance de l'algorithme qui est le moins performant. Voilà. Et après, on vient faire une roulette proportionnelle, tout simplement. Donc, de manière probabiliste, l'algorithme optimal sera le plus sélectionné. Et à chaque itération, on met à jour la moyenne d'accuracy, la moyenne de diversity associée. Alors ça, c'était l'origine. Ça s'appelait GORTOR tout court. Là, vous voyez, je l'appelais Wheel, parce qu'en fait, au fur et à mesure, on a créé des suites de méthodes pour les améliorer. Donc celle-ci, c'est la première, c'est Wheel. Pourquoi on a créé des suites? On s'est rendu compte qu'on avait besoin de garanties théoriques. On avait besoin de preuves, en fait. On avait besoin de gagner en performance. Et on avait besoin de robustesse face à la non-stationnarité. À chaque fois, je rappelle ici les différents objectifs qu'on essaye d'atteindre. Donc là, c'est la gestion du utilitaire, exploration et adaptation. Et donc, à partir de là, on a eu une première amélioration de GORTOR, qu'on a appelée GORTOR UXP3, où là, on s'est dit, on va changer effectivement la roulette et on va rajouter plutôt un sélecteur UXP3 qui est un Bandy-Manchot, sur lequel on peut reposer sur des garanties, et on va refaire une preuve schématique, qui est souvent demandée d'ailleurs par les reviewers quand on fait ça, pour bien garantir qu'on converge vers l'algorithme optimal. Donc ça, c'était la première amélioration. Et puis, en fait, après, on s'est dit, OK, on a essayé avec UXP3, mais on ne va pas faire à chaque fois un papier, à chaque fois qu'on change une méthode de sélection. Il faudrait peut-être qu'on fasse une comprehensive review. Il faudrait qu'on regarde les autres algorithmes associés de sélection. Et surtout, il y a eu un besoin fort, avec la thèse d'Alexandre, qui était de passer sur la recommandation multiple d'éléments. Voilà, donc par rapport à ça, on a créé une deuxième amélioration
qui est MP Gorter pour Multiple Play Gorter. Et après, derrière, vous pouvez ajouter tous les sélecteurs que vous voulez, on les a testés. Et puis Budgeted Gorter, sur lequel je vais revenir. Donc je reviens sur les 3 algorithmes. Qu'est-ce qu'on a fait là par rapport à avant? Eh bien, on a juste changé la sélection roulette par une sélection UXP3. Vous voyez, c'est le même calcul F, hein, ça ne change pas, le compas reste le même. On a changé ici la méthode de sélection, et donc on repose sur des poids W qui eux-mêmes reposent sur le calcul de la finesse, sauf qu'on rajoute un exponentiel. L'exponentiel permet d'être un peu plus soft, et le fait d'être soft comme ça nous permet aussi de pouvoir mieux résister à la non-stationnarité. La roulette, elle partait, dès qu'on changeait en fait de distribution des récompenses, elle partait à volo, on n'arrivait pas à revenir en arrière, elle était partie trop loin. L'exponentiel, ici, ça permet un petit peu plus d'être soft, justement, et d'avoir une exploration un peu plus continue. Et quand on a une non-stationnarité de type concept shift, en fait, de revenir très rapidement, de reconverger vers le nouvel algorithme qui est le plus optimal par rapport au cas d'avant, au cas précédent. Voilà, donc ça a été pas mal, on a eu de meilleurs résultats, et ensuite, on a avancé, on a créé les Multiple Play Gorter. Alors là, je vous montre le TS. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte finalement que le Thomson Sampling permettait d'être meilleur en fait que le XP3. Et puis le MP pour le Multiple Play. Donc qu'est-ce qu'on a fait en premier lieu avant de parler de Multiple Play? On a juste changé ici la méthode de sélection. On n'est plus en probabiliste, on est parti plutôt sur une distribution bêta où on va générer un échantillon à chaque itération permettant d'approximer, d'estimer en fait le gain que pourrait donner chacun des algorithmes via la distribution bêta, donc qui repose sur le success d'une recommandation ou d'une failure de recommandation, donc un échec ou un succès, et qui elle-même donc repose sur des calculs de la fitness qui elle-même est toujours le même calcul que le compas qu'on a mis à l'origine. Et donc après, on vient prendre le argmax de ce gain samplé à chaque itération, et on sélectionne l'algorithme B. Et où on est en multiple play, pourquoi? Parce que cet algorithme B, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir recommander K' élément, d'accord, pour créer un super bras, une super recommandation S équivalent envoyé à l'utilisateur. Et ensuite, on avait mis en place aussi un certain nombre de stratégies de prise en compte du retour utilisateur par rapport à cela. Budgeted Gorter, maintenant, lui, Budgeted Gorter, ce qu'on va venir faire, c'est avoir plusieurs méta-algorithmes, en fait, qui vont chacun traduire un compromis souhaité entre diversité et accuracy. Ce qui nous permet, cette fois, de pouvoir explorer l'espace, en fait, des compromis. C'est assez intéressant aussi. Et après, bien sûr, chaque fois qu'un méta-algorithme va choisir l'algorithme B de son portefeuille, lui-même va recommander K' élément, on reste dans le multiple play. Si je fais une synthèse de résultats rapides, on a commencé par un Gorter Wheel, il explorait pas trop mal, il avait une bonne gestion du multi-critère, mais en termes d'adaptabilité, en termes d'adaptation, il y avait une convergence trop lente vers l'algorithme optimal. Donc, il y en avait des besoins théoriques là-dessus. On a donc mis Gorter UXP3. Cette fois, on a effectivement atteint l'objectif au casque et l'adaptabilité. Mais bon, alors le XP3, c'est bien, mais on se rendait compte quand même qu'il pouvait peut-être échouer à capturer la diversité optimale, même si c'était mieux que Gorter Wheel, il obtient des meilleurs résultats. Il résistait vraiment très bien à la non-stationnarité. Par contre, il n'était pas conçu pour les recommandations multiples, et ça, c'est embêtant, parce que c'était vraiment un besoin fort qu'on avait par la suite. Voilà. Donc, on a créé 2 méthodes de généralisation, MP Gorter et Budgeted Gorter, que je viens de vous évoquer, et celles-ci, effectivement, je pourrais considérer qu'elles ont atteint tous les objectifs. Voilà, donc maintenant, et puis bien sûr, je remets aux 2, on a la contextualisation est toujours là. Il n'y a pas de problème sur cet objectif-là, on a fait ce qu'il fallait. Alors maintenant que je suis bien rentré dans le détail sur cette première contribution, je vais vous faire la synthèse sur les autres. Donc le second projet sur lequel j'ai eu à travailler, c'est une collaboration avec le CHU d'Angers et avec les EO, avec Daniel Chang. Et puis donc ça avait pour trait la sélection multicritères d'attributs médicaux. Donc là, de nouveau, je rappelle les contributions à gauche. Et donc, par rapport à ça, je reprends mes critères de tout à l'heure. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser la diversité ou l'accuracy. On va plutôt travailler sur des critères d'exactitude, d'AUC ou encore du nombre d'attributs. Ces critères-là ont été définis conjointement avec le médecin. Donc là, il y a un utilisateur quand même quelque part qui a besoin qu'on lui garantisse qu'on maximise l'exactitude et l'AUC. Pour lui, c'est surtout l'AUC. Ça a discuté, mais pour lui, c'est beaucoup l'AUC. Et minimiser le nombre d'attributs, c'est-à-dire qu'il nous a donné un jeu de données, il avait 48 variables, et ça fait trop pour un médecin pour décider par rapport à ça. Donc il y avait vraiment besoin de l'IA pour pouvoir l'aider sur ce point. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai transformé ces critères en fonctions objectives, et ensuite je les ai transcrits en score normalisé. Ce qui revient à la fin, à maximiser chacun des scores, vu comment le calcul est fait. Ici, on avait effectivement 2 maximisations, 1 minimisation, et quand on le transforme au niveau du score normalisé, on doit juste maximiser les 3 scores.
Donc on reprend le compas, c'est le même, ce compas qu'on retrouve à cet endroit-là, sauf qu'on n'est plus dans la recommandation, on est dans la fiction, l'attribut. Et donc à chaque fois qu'on va avoir un individu ici, on va venir projeter en fait ses performances sur le compas, et la distance va traduire le fitness, la capacité. Donc on a repris un des algorithmes génétiques assez connus, qui est populaire, donc qui est celui de Hollande, sur lequel on est venu paramétrer un certain nombre de choses pour faire la sélection d'attributs, donc c'est-à-dire sélectionner un sous-ensemble parmi un grand ensemble. Et ce qu'on a changé vraiment, par contre, c'est effectivement ce calcul de la fonction de fitness qui repose sur le compas. Troisième projet, c'est l'encadrement de la thèse de Fabien Lionti, financé par l'INRIA et DGA, dans le cadre de l'Agence Innovation Défense. Là, j'ai travaillé sur l'évaluation de comportement dynamique non linéaire avec Fabien. Il a été aussi très prolifique, d'ailleurs, en termes de contribution. Je le remercie de son sérieux. Et donc, la première approche sur laquelle on a travaillé, c'est une approche guidée par la physique. Donc là, on rentre dans le paradigme du physics informed, si vous connaissez physics informed ou physics guided. Et on a travaillé donc à l'approche guidée par la physique, mais avec apprentissage par transfert dans la dynamique latérale des véhicules. Donc, on va remettre quand même du DIP à un moment donné. Donc, de quoi ça parle, tout ça? Vous avez un véhicule, en fait, ici, de l'armée. Hein. Donc, ça peut être nous, c'est plutôt des camions qu'on a. Bon, là, j'ai mis ça pour bien illustrer. Et en fait, finalement, ce véhicule, on peut le transcrire sur un modèle physique assez simplifié. Et nous, on veut estimer la dynamique latérale des véhicules, c'est-à-dire les vitesses latérales, et puis aussi tout ce qui est vitesse de lacet, de rotation notamment. Voilà. Et puis là, delta, c'est un angle de dérive, c'est-à-dire que vous appliquez un contrôle, vous allez faire un virage. Donc, comment ça se traduit physiquement? Nous, ce qu'on veut, c'est prédire un état futur xt plus 1, c'est-à-dire une vitesse latérale future, un angle de rotation futur. Et pour ce faire, on va reposer sur un état présent observé, qui est la vitesse latérale, Vy, le psi t, qui est le psi point t, qui est la vitesse de lacet, et également sur le contrôle, qui est une commande présente. Et cette commande, c'est quoi? Ça s'est traduit par le delta, qui est l'angle de dérive, en fait. Donc, on va finir faire tourner les roues. Et sur la vitesse longitudinale, donc c'est la vitesse avant ou arrière, en fonction de comment vous vous situez. Et puis enfin, on va aussi avoir θ, qui est l'ensemble des paramètres qui caractérisent le comportement du modèle dynamique. C'est là où rentre le modèle équationnel, le modèle physique en lui-même. Donc, ça peut être estimé des paramètres d'une équation différentielle. Voilà, donc là, on a un modèle de voiture, mais on va venir le simplifier parce que le modèle simplifié d'une voiture, c'est la bicyclette. D'accord? On va venir simplifier ce modèle-là. Et on va dire, en premier lieu, étape 1, on va estimer les paramètres de θ à partir du modèle bicyclette et de données observées D. Et pour ce faire, on va faire de l'inférence bayésienne avec l'algorithme ABC-SNC. Puis, une fois qu'on aura ça, ça va nous permettre, en étape 2, générer des données de simulation BSRC en utilisant F, avec des paramètres qui maximisent la posteriori P de θ sachant D, donc des coefficients θ sachant les données observées. Et puis, avec ces données-là, on va venir pré-entraîner un perceptron multicouche avec ces données d'entraînement, avec ces données simulées, pour ensuite pouvoir, dans un cadre réel, l'affiner avec des données observées. Et là, on s'est rendu compte, effectivement, que ce modèle-là, par transfer learning, était plus performant que s'il n'y avait absolument pas de transfer learning, ou même si on ne reposait que sur le modèle physique en lui-même. Voilà pour la première contribution. Et là, aujourd'hui, il y a 15 jours, c'est tout frais. Donc, j'ai été à une présentation de la Direction Générale de l'Armement. On a repris la thèse de Fabien Lionti. On a dit on était dans un niveau TRL, qui veut dire Technology Readiness Level, c'est le niveau de maturité. On était à un niveau 3, on est arrivé à un niveau 5 à la fin de sa thèse. Et ils ont mis un stagiaire de Polytechnique qui s'appelle Telio, qui a travaillé sur la partie, effectivement, démonstrateur. Donc, on est monté à un niveau de maturité précis. Et ce qui est intéressant à partir de là, c'est qu'ils ont pu faire des instrumentations réelles et puis valider, en fait, ce qu'on a mis dans le cadre de la recherche, validation laboratoire juste avant. Bien entendu, on a travaillé à d'autres sujets, mais qui sont très connexes, l'estimation d'état en temps réel par apprentissage profond et tout ce qui est MHE, l'estimation en horizon glissant, c'est la MHE, c'est Moving Horizon Estimation. Et puis là, récemment, on est en train de travailler sur garantir un apprentissage plus robuste, notamment sur les analyses biais-variance, de fonctions multi-step, ils sont plutôt sur l'identification des systèmes dynamiques. Voilà. Quatrième projet, c'est l'encadrement de la thèse de Nathan Fradé, donc sur l'optimisation des représentations symboliques musicales. Là, on a travaillé à de la génération de musique symbolique et en optimisant finalement la partie tokenisation. Donc là, il a été très bon aussi, Nathan, et il est dans la salle, d'ailleurs, je le félicite également pour ses contributions, notamment une logiciel
qui est assez intéressante puisque bah, sa contribution logicielle qui a 1000 tocs, elle a atteint 150 000 téléchargements quand même. Donc là, pour le coup, ça traduit quand même le fait que ça soit vraiment utilisé à travers le monde par la communauté. Et il y a eu 750 étoiles sur GitHub. Militok, en fait, ce qu'il a permis, ce qu'il a fait Nathan, c'est que il a, en fait, il a standardisé en fait la partie tokenisation, ce qui nous permet de pouvoir un peu comparer les différents tokeniseurs existants en les remettant tous ensemble, mais de manière juste, avec un même cadre. Ensuite, ça nous a permis de travailler sur l'impact de la tokenisation du temps et de la durée des notes sur la modélisation de la musique symbolique. Et puis, une contribution assez intéressante qui n'existait pas dans la musique symbolique, qu'on retrouve pourtant dans le NLP, qu'on retrouve aussi en chimie d'ailleurs, c'est le byte pair encoding. Le byte pair encoding pour la musique symbolique. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ça. Qu'est-ce que c'est que le byte pair encoding pour la musique symbolique? Imaginez une séquence, là, je vais vulgariser. AA, BAA, BA, CAA. En fait, on va prendre tous les motifs qui se répètent et on va venir en fait donner une correspondance, un nouveau vocabulaire D, ce qui nous permet de réduire la séquence. Vous voyez, la nouvelle séquence, c'est DB, 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 CD. Donc là, on a un vocabulaire un peu plus grand. Effectivement, on l'a enrichi avec D. En revanche, on a une longueur de séquence qui est beaucoup plus courte. Ce qu'on fait après avec les tokens dans la musique symbolique, c'est qu'on va venir faire la même chose. On a une suite de tokens. On va prendre les tokens qui se répètent. Voilà, on va créer en fait un nouveau token business, n'importe quoi, byte pair encoding, pardon. Ouais, c'est business. Et qu'en fait, c'est l'aide à la composition aussi. Donc ça peut rentrer dans les logiciels musicaux. Donc, ouais. Bon, c'était pour la blague. Et puis, on augmente donc la taille du vocabulaire ici. Et ce qui nous permet, nous, de diminuer le nombre de tokens par bit, d'accélérer l'inférence. Et ça permet de mieux utiliser l'espace d'embedding du modèle. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de vous casser les oreilles, comme Nathan nous a cassé les oreilles quand il nous demandait de faire les évaluations musicales. En fait, alors, voilà, ça c'est pour la petite blague, mais on a des indicateurs token sequence error, par exemple, qui nous permettent de voir un peu plus mathématiquement les choses, mais on a aussi des évaluations humaines en musique, c'est ça qui est intéressant. Et donc, on avait des pléthores de musique générée. Et là, ce qu'on demandait à l'humain, c'est d'évaluer la fidélité, la justesse, la diversité ou encore même une préférence globale vis-à-vis d'un ensemble de générations. Donc là, je vais vous faire écouter sans notre méthode et avec notre méthode. Alors, la règle, c'est qu'on lui donne les 10 premières secondes du vrai bac, du vrai prélude de bac. Il doit nous proposer la suite. Je vous parle d'assistance à la composition, là, justement le business de tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après les 10 secondes quand on ne met pas notre méthode? Adrien, tu peux te boucher les oreilles si tu veux. Vous voyez ce qu'on a subi. Voilà, et donc après, avec le BPE, vous allez voir, c'est à vous de juger, je ne vais pas vous influencer. 10 premières secondes, et la suite. On est quand même différente de l'original, je pourrais vous la faire écouter après. Donc là, il y a vraiment une proposition nouvelle et qui, somme toute, semble un peu cohérente. Voilà, donc ça, c'est pour la synthèse des travaux réalisés, ce qui m'amène maintenant plus facilement à aller vers les perspectives, et notamment les projets que j'ai en cours. Le projet Génocode, qui est récemment qui est financé par la région Pays de la Loire. Génocode qui veut dire Graph Generation for Novel Compound Discovery et qui est orienté plutôt sur la chimie moléculaire. Il y a la thèse de Derin en correspondance qui est complètement complémentaire à ce projet-là, même complètement intégré, qui va aller jusqu'en 2026. Et puis, plus récemment, on a travaillé à des réponses à appel à projet qui vont dans la suite finalement de la chimie moléculaire, donc le projet FELIS pour Full-Gal Unexplainable Learning for Interpretable Molecular Spectroscopy. Vu l'accent que j'ai en anglais, c'est pour ça que je voulais pas trop être filmé, mais bon, voilà. Et puis aussi pour la continuité que j'ai avec la Direction générale de l'armement, on a fait aussi une réponse à appel à projet AID, puisque comme la thèse de Fabien se termine, on veut continuer dans la partie physique informe. Donc plus particulièrement, je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait avec Génocode en ce moment. On travaille sur les graphes moléculaires.
Donc là, voilà une molécule, voilà un graphe moléculaire. Alors, qu'est-ce que c'est pour les non-chimistes? Donc là, je prends le 2-formylpyridine. Eh bien, un graphe moléculaire, c'est quelque chose qui a des sommets V, en fait, qui représentent les atomes de la molécule. Un ensemble d'arêtes, E, représentant les liaisons chimiques entre les atomes. Et on a 3 fonctions d'étiquetage associées. La fonction d'étiquetage des sommets, qui associe à chaque sommet un type atomique. On la liste ici. Une fonction d'étiquetage des arêtes, qui associe à un arête un type de liaison. Alors, vous pouvez avoir des liaisons simples, doubles ou triples. Et puis là, c'est quelque chose d'un peu plus chimique quand même. Il y a une formule associée, donc je ne vais pas vous embêter avec ça, mais il y a une fonction d'étiquetage des charges formelles qui associe une charge formelle à chaque sommet. Alors, les fondements du Génocode, à l'origine, il y avait 2 personnes qui étaient Benoît Damota Olaria et Thomas Cauchy au Moltec Anjou, qui ont travaillé à l'encadrement de la thèse de Jules Legui, qui était dirigée par Béatrice Duval. Et donc, ils ont créé Evomol. Evomol, c'était un algorithme en fait qui permet de générer des molécules de novo, qui partait d'un précurseur en chimie organique ici, donc c'est le même que tout à l'heure, qui est un bon précurseur, et sur lequel ils venaient en fait effectuer des mutations sur le graphe moléculaire. Elles étaient au nombre de 7, on ajoute un atome, on change un atome, on le retire, etc. Et donc leur but en faisant ça, c'était de générer des molécules qui optimisent un ou plusieurs critères chimiques. Donc vraiment des critères métiers, hein, en chimie, il faut rentrer un petit peu dedans pour les comprendre. Et puis, ils ont fait ça à l'aide d'un algorithme évolutionnaire qui s'apparente plus à de la programmation génétique, sur lesquels il effectuait des mutations aléatoires sur ce graphe. Par contre, il raisonnait sur aucun contexte, donc en contexte blind, contexte free, c'est-à-dire sans contexte, et sans apprentissage pour la partie mutation. Mais ça marche déjà très très bien, hein, grâce au mécanisme effectivement évolutionnaire qu'on a là. Et on s'est dit, via Benoît Damota notamment, pourquoi on ne pourrait pas reprendre la problématique d'optimiser un ou plusieurs critères, mais cette fois, on viendrait intégrer du contexte moléculaire sur lequel on pourrait reposer, sur lequel notamment l'apprentissage par renforcement pourrait reposer pour déterminer les actions de mutation qu'on aurait à faire sur ce graphe moléculaire, des actions de mutation valides et à effectuer effectivement à chaque itération. Donc ça veut dire quand même ici travailler sur venir capter du contexte moléculaire et puis après avoir un apprentissage qui se fait pour les actions qu'on a à réaliser ici. Voilà. Et puis en plus, c'est rajouté la partie multiple play. Vous savez, celui que j'ai expliqué tout à l'heure en système de recommandation, on le retrouve aussi ici quand on veut faire des mutations multiples. Parfois, on fait une mutation, ça suffit pas pour faire une bonne molécule, il faut en faire plusieurs d'affilée pour avoir un bon candidat. Donc, on ne peut peut-être pas prendre tout de suite la récompense, qui serait mauvaise, mais il faut attendre 3 ou 4 actions, et puis là, on récupère effectivement les récompenses associées. Donc, on a des contraintes de sleeping, c'est-à-dire des actions qui peuvent partir, revenir, qui n'existent pas, mais qui vont arriver, donc on a un dynamic action sets aussi. Donc, c'est hautement combinatoire. Voilà. Et puis, donc là, on a quand même restreint après le nombre de mutations. On en a été au nombre de 7 à 3, mais moyennant le nombre de valides et le nombre d'atomes qu'on a aussi, c'est explosif. Et donc, celle-ci nous permettait de refaire toutes les mutations restantes. Donc, ajouter un atome, modifier un type de liaison, supprimer un atome, ça nous permet de refaire toutes les autres qui existaient ici, comme bouger un groupe, couper un atome, insérer un carbone, voilà. La thèse de Derride, maintenant, alors j'ai oublié de le dire tout à l'heure, elle est dirigée par Sylvain Lamprier, et co-encadrée par Benoît Damota et puis moi-même. Et il y a Thomas Cauchy également qui rentre en jeu, qui est le chimiste. On a besoin du chimiste aussi pour pouvoir travailler et comprendre. On est en transdisciplinaire. Et donc, là, pourquoi je la présente juste dans le projet Ginocode? Parce que, en fait, pour moi, c'est l'un des objectifs de Ginocode aussi. Et elle est très orientée sur la synthèse des régimes. Donc là, les travaux qu'on a eu en cours récemment, très récemment, c'est de faire la prédiction de produits chimiques à partir de réactions génériques. Pourquoi on a fait ça? Parce que les modèles de prédiction aujourd'hui, ils souffrent d'un compromis entre quelque chose qui est rigide, de manière excessive. On a des templates qui sont fixes, très précis, avec des règles fixes. Et sinon, c'est l'inverse. On a de l'imprécision, on repose que sur les données, on est en database totale. Donc notre contribution là qu'on a mis en place, elle s'appelle Property5. C'est un modèle Transformer-T5 qui est spécialisé et qui, lui, va cette fois-ci combiner les avantages des méthodes à template et des approches libres, mais cette fois-ci en exploitant des réactions génériques que nous, on a définies. On a défini 20 réactions génériques, 10 destructives, 10 constructives, et à partir de là, on essaye effectivement de faire de la synthèse. Plutôt que d'avoir un template, quasiment une règle pour une réaction, là, on a vraiment quelque chose de générique. Donc, par contre, on encaisse une légère perte de précision par rapport aux concurrents qu'on a, qui est ChemFormer, mais on a 99,3% des produits qui sont valides chimiquement. Voilà, donc j'arrive sur les perspectives un peu plus lointaines. Ça nous a amené à déposer des ANR, dont un où on veut continuer à travailler entre Moltec et Leria, et on rajoute aussi le SONAS,
un laboratoire qui est, donc, qui veut dire substances d'origine naturelle et analogues structuraux. Et donc là, on a identifié des limites par rapport à Génocode. On a notamment un contexte moléculaire limité, qui a une trop forte dimensionnalité. On repose sur des ECFP. Les ECFP, c'est vrai que c'est ce qui fait peut-être de mieux depuis 2010, mais en fait, on réalise des hachages successifs quand on en fait la réduction, et on transforme en one-hot. On perd le sens chimique, on ne peut pas revenir en arrière, donc on perd en explicabilité, on perd en interprétabilité. Donc aujourd'hui, avec Thomas Cauchy, notamment, il travaille sur proposer des nouveaux descripteurs qui ont un sens chimique sur lequel un apprentissage peut reposer. Voilà. Et aussi, on a des limites d'un espace moléculaire qui est quand même fortement vaste et qui a un énorme coût computationnel qui en résulte. C'est logique. Donc les perspectives qu'on a mis par rapport à Félix, ça repose un peu sur ces limites. On veut déterminer des nouveaux descripteurs qui ont un sens chimique et de meilleures mesures de similarité associées, parce que là, quand on n'avait plus de sens au niveau du vecteur, automatiquement les mesures de similarité étaient un peu, souffraient un peu de pertinence, notamment celle de Tanimoto, mais d'autres qu'on a regardé. Donc là, on pourra avoir des descripteurs où on aurait une meilleure mesure de similarité. On veut étendre la problématique non pas qu'à de la génération ou de la synthèse, mais vers de la reconstruction moléculaire. C'est là-dessus que Jérémy Sana travaille en stage en ce moment, il vient de commencer. Et puis aussi étendre la problématique sur les modèles prédictifs de prédiction de propriétés chimiques, prédiction de propriétés spectroscopiques, et puis les stratégies de réduction dimensionnelle, ça serait bien qu'on ait qui nous permettent de garantir encore l'explicabilité, l'interprétabilité. Donc là, typiquement, la sélection d'attributs, c'est intéressant. Et on est toujours en affinité avec ce côté réel et applicatif. Donc on voudrait travailler aussi sur cette partie-là, en perspective sur de la valorisation logicielle. Par exemple, développer un outil dédié aux applications en chimie organique ou améliorer l'outil existant du SONAS, qui est Mixonat, qui est dans le domaine. Là, je peux terminer donc sur cette dernière diapositive où je reprends cette fleur d'approche du début. Vous voyez, elle est un petit peu plus frugale, justement. Je parlais de frugalité. En fait, j'ai regroupé, là, j'ai pas mis que système dynamique comme il y avait à l'origine, j'ai tout regroupé en physics guided. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est un paradigme sur lequel on peut travailler. Et on peut un peu tout faire dès que, en fait, là déjà, ils ont plusieurs problématiques qui n'est pas que l'estimation de la dynamique latérale, ils ont tout ce qui est problématique vibratoire, ils veulent mettre en place des capteurs virtuels, des choses comme ça. Et tout ça, ça se regroupe dans le physics guided. Voilà, donc je le mets à ce moment-là, continuer dans l'estimation de paramètres, les problématiques de classification et tant d'autres encore. En chimie moléculaire, je maintiens effectivement ce qu'il y a à faire aujourd'hui dans le projet Génocode, et puis la suite peut-être avec notamment Félix, si tout va bien, qui sait-on jamais. Donc pour le moment, j'ai commencé un peu à travailler sur la section d'attributs sur les parties chimiques, mais c'est que le début, c'est embryonnaire. On a mis le stagiaire sur la reconstruction moléculaire, et puis continuer sur la génération, la synthèse, pourquoi pas verte, c'est-à-dire minimiser les déchets quand on fait de la synthèse de produits chimiques. Et puis voilà, donc tout ça repose effectivement sur peut-être, si tout va bien, l'agence Innovation Défense, les réponses à appel à projet. Génocode, on l'a déjà, donc effectivement continuer avec la postdoctorante, les différents collaborateurs de ce projet-là. Et puis si on avait effectivement Félix, ça pourrait aussi nous permettre d'intervenir rapidement sur ces tâches-là, avec une possible valorisation, si tout va bien. Voilà, une dernière chose à dire avant de vous laisser la parole. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais qui sait, dans un avenir plus lointain, si jamais le cadre applicatif le permet, faire une association, un pont entre la physique et la chimie, ça pourrait être possible. Voilà. Je remercie plus de personnes encore, je n'ai pas pu le faire au début, mais ils sont d'un très grand nombre, et aussi des personnels à l'IUT qui m'ont aménagé ce qu'il fallait pour que je puisse faire l'HDR aujourd'hui. C'est pour ça que je suis plus responsable de parcours notamment, mais il y a un certain nombre de personnes que je peux remercier aussi en dehors de la recherche et qui m'ont permis de passer le cap vers l'HDR. Voilà. Si vous avez des questions, c'est sûr qu'il y en a.